à tous. À la une de ce journal, un front de l'opposition et la société civile se dessine sur les questions de réforme consensuelle du système électoral et résolution urgente et pacifique de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces différents acteurs déplorent l'interdiction des manifestations publiques perçues à leurs yeux comme une grave violation des droits et libertés des citoyens camerounais. Cependant, ils sont divisés sur la stratégie de mobilisation dans les rues projetée la semaine prochaine. On en parle en ouverture de ce journal. Après la décision du tribunal arbitral du sport qui donne raison à la Ligue de football professionnel du Cameroun, le gouvernement demande à la LFPC et à la FECAFOOT d'éviter toute crise et toute situation embarrassante de nature à nuire au Cameroun qui s'apprête à organiser le CHAN 2021 et la CAN prévue en 2022. Vous écouterez dans ce journal les recommandations du ministre des Sports aux différents acteurs du football camerounais. On en parle dans quelques instants. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des organisations de la société civile s'insurgent contre les décisions des autorités administratives, lesquelles interdisent des manifestations publiques non déclarées dans les régions du littoral, du centre, de l'ouest et dans d'autres localités du Cameroun. Selon ces organisations de la société civile, ce sont de graves violations des droits et libertés des concitoyens camerounais. Ils se sont prononcés sur les motifs de ces manifestations projetées la semaine prochaine, notamment les questions de révision du système électoral, de résolution urgente et pacifique de la crise anglophone, sans oublier la réconciliation nationale au regard des crises multiformes qui secouent la République du Cameroun. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Réunis au siège du REDAC à Douala, des organisations de la société civile dénoncent l'attitude du gouvernement camerounais qui interdit systématiquement toute manifestation publique. Une attitude qui constitue une violation de la loi y afférente, affirme la directrice exécutive du REDAC, Maximilienne Gombe. Les pouvoirs publics se doivent d'honorer les engagements régionaux et internationaux auxquels le gouvernement a librement souscrit et de respecter les lois en vigueur au Cameroun, notamment la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques au chapitre 2, article 3, alinéa 1, qui dispose: les réunions publiques, quel que soit l'objet, sont libres. C'est donc clair qu'il y a des abus et violations flagrants et criards. Nous le dénonçons et le condamnons avec la dernière énergie. Ces membres de la société civile dénoncent également du 2 poids 2 mesures dans l'attitude du gouvernement vis-à-vis des manifestations publiques selon qu'elles émanent des requérants à qui il accorde des faveurs ou non. Les représentants de la société civile ont également répondu à la lettre de Maurice Kamto, le président du MRC, dont l'objet est situation politique de notre pays et appelle à un front commun du 24 août 2020. Étant entendu que la société civile ne se place pas dans la logique de chasser un président du pouvoir, et à la convocation des élections régionales, nous sommes d'accord sur la nécessité de la mise en place de ce front commun sur les questions pertinentes suivantes. La révision consensuelle du code du système électoral afin de garantir des élections libres et transparentes. La société civile l'amène depuis des décennies maintenant. Deuxième point, la résolution pacifique de la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et enfin, la réconciliation nationale pour une paix durable, seul gage pour le développement au service des populations. Alors que des cas de violence se multiplient dans les régions anglophones, la société civile prescrit l'urgence d'une commission vérité, justice et réconciliation. Avant la tenue de la commission justice, vérité et réconciliation, le REDAC propose la signature de l'accord de cessez-le-feu et de paix, qui se décline en deux phases principales. La première phase, qui en gros des préalables, indique qu'il faut une identification des groupes séparatistes de leurs délégations, l'identification des autres groupes armés et leurs délégations, l'identification des autorités camerounaises qui représentent l'État du Cameroun, et enfin
l'identification des facilitateurs pour la signature du cessez-le-feu. Parmi ces facilitateurs, l'ONUDAC fait la proposition des amis du Cameroun ayant de l'expérience en la matière, de l'Union africaine, de l'Organisation des Nations Unies, de quelques prix Nobel de la paix, de la société civile qui a fait des propositions concrètes et bien entendu de la diaspora. La société civile affirme être plus que jamais vigilante sur le respect des droits et libertés reconnus par la loi au Cameroun. Dans la série de reportages consacrés au sud profond du Cameroun, je vous propose une escale ce soir à Campo Beach, à la frontière avec la Guinée équatoriale. L'accès à cette localité est un chemin de croix du fait du mauvais état de la route. La pandémie du Covid-19 et la fermeture de la frontière équato-guinéenne ont asséché la trésorerie des commerçants et la municipalité. C'est le constat que font Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop dans ce grand reportage. 4 km seulement séparent le centre-ville de Campo, à Campo Beach, à la frontière maritime avec la Guinée équatoriale. Mais pour y arriver, c'est un véritable chemin de croix en raison de l'état de la route, dont la forte dégradation par ces temps de pluie décourage même les automobilistes les plus téméraires. Nous sommes obligés de prendre cette posture pour vous montrer l'ampleur de ce bourbier parmi la dizaine que l'on retrouve sur cet axe long de 4 km seulement qui relie Campoville à Campo Beach. Une dizaine de bourbiers aussi gigantesques les uns que les autres qui éprouvent au quotidien les usagers de cette route, aussi bien les mototaximens que les hommes en tenue qui sont obligés de passer ici au quotidien, puisque le 11e Bafuma est juste derrière nous. Parce que pour aller même à Campoville, je suis allé là depuis le matin, j'ai même pris la pick-up militaire, c'est calé là au bourbier. Il fallait rentrer à Campo Beach à pied. Tous les jours, on nous promet la route bientôt, la route bientôt, mais jamais. Une fois parvenu à Campo Beach, c'est un calme inhabituel qui règne. La fermeture de sa frontière par la Guinée équatoriale a laissé des plumes. L'arrivée du coronavirus a complètement plombé les activités. 2 coups durs pour les commerçants. Nous avons des difficultés énormes de ravitaillement à faire venir la marchandise. Depuis la fermeture, il s'est passé un bout de temps, là où les gens ne traversaient même pas. On n'avait pas accès de l'autre côté. Bien après, il y a eu des mesures d'assouplissement, quoi. Ce qui fait que on laissait quand même par semaine des ravitaillements, des petits ravitaillements. Et ça se passait une pirogue seulement par semaine. On allait, on achetait des petits produits, des palettes et des produits de beauté. Je suis agriculteur, je me bats. J'ai laissé même la menuiserie, je me bats dans la production d'un peu de plantain, de manioc surtout. Maintenant où la Covid est arrivée, puisque nous livrons un peu aussi à l'étranger, en Guinée équatoriale, c'était mes grands clients. Et cette fermeture des frontières a bloqué complètement. C'est-à-dire nous sommes, vous voyez comment c'est sec là. Il règne ici comme une sorte de calme de cimetière. Le mot est peut-être exagéré, mais c'est l'illustration parfaite de la morosité qui caractérise désormais les affaires ici à Campo Beach. Lorsque tout allait bien, lorsque la frontière était ouverte, ça bougeait juste derrière nous. Aujourd'hui, les commerçants installés de part et d'autre tirent quasiment le diable par la queue. L'impact est réel, vous savez, tout est coupé et au niveau de l'administration, les services administratifs comme la douane ne font plus d'entrée. Donc, localement, l'économie est morte. Quand les Guinéens viennent faire des achats au niveau du Cameroun, vous voyez, il y a échange. Et cet échange permet que l'activité économique soit en mouvement. Et quand tout est fermé, plus le corona qui s'est abattu, quand un train est en train d'agonir. L'impact est tel que la commune de Campo, qui tirait déjà le diable par la queue, est presque à genoux, puisque rien ne marche. Le trafic qui se passait, n'est-ce pas, des deux côtés, de façon mutuelle, faisait des entrées, tant du côté des entrées financières, tant du côté Cameroun que de la Guinée. Donc, les deux pays essayaient de trouver leur compte. Localement, les vivres se vendaient, les hôtels trouvaient leur compte, et des timbres, tout ce qui pouvait faire des entrées. Si le relâchement des mesures barrières et le déconfinement progressif ont un tout petit peu fait bouger les lignes, il n'y a que ce léger mieux ne se ressent pas au niveau de Campo, puisque la frontière est toujours fermée, en dépit de l'ouverture du dialogue entre le Cameroun et la Guinée équatoriale.
Dur pour nos compatriotes. C'est une épice très appréciée dans la cuisson, la préparation des plats camerounais. Le gingembre a également des propriétés médicinales, mais très peu de Camerounais savent à quel point les producteurs agricoles broient du noir, notamment ceux qui se sont investis à produire du gingembre à Sanchou, dans la région de l'Ouest. La pandémie du Covid-19 a impacté sur leur capacité de commercialisation et d'écoulement de ces produits agricoles. Ils ont exprimé leur cri de détresse sans jamais avoir été entendus. C'est un grand reportage que signent Jacques Molon, Mitterrandam et Kediara. Alors que le gingembre se positionne en véritable star dans nos marchés, les agriculteurs, grâce à qui la plante est disponible sur nos étals, souffrent le martyre. À Sanchou, véritable bassin de production du gingembre, les agriculteurs pleurent les efforts non récompensés du fait de l'absence criarde des voies d'accès. Sanchou est la plus grande zone de production. On a beaucoup de difficultés. Comme vous-même, vous voyez la route est vraiment enclavée. Entre les champs et le marché, une distance de seulement 10 km, qui pourtant coûte une véritable fortune à ces agriculteurs résignés. Sortis du champ pour la route nationale, vraiment nous souffrons. Nous payons un sac de gingembre sur la moto à 3000 francs. Et pour le moment. Or, à partir de septembre, octobre, le même sac de gingembre coûte 5000 francs. Pour évacuer pour le goudron. Une fois sur le marché, une autre difficulté se pose, le marchandage déloyal. Dans le marché, on ne vend pas bien, tout juste parce que les Bayamsel, ils sont venus avec les gros sacs. Quand tu portes l'autre qui est presque plein dans le LN9C, ça doit sortir qu'un filet et un petit. Or que si normalement on mesurait comme avant, ça pouvait même me donner même 2 filets. Et j'ai ma part que je peux préparer. Donc on souffre comme ça pour rien. Sur le marché local et international, la plante coûte une véritable fortune qui profite à tout le monde, excepté à l'agriculteur qui ne demande qu'à être soutenu. Prenez l'exemple d'Ebolova. Le président de la République dit l'agriculture de seconde génération. Mais par contre, Ebolova, les tracteurs sont garés, il dit dans la brousse. Quand les agriculteurs ont besoin de cet engin-là pour travailler au champ avec. Quand le président de la République nous demande de faire l'agriculture de seconde génération, quand nous sommes en train de le faire, et on voit comment l'État ne veille pas sur nous, vraiment de dire ça nous fait mal. Avant la pandémie à Covid-19, les agriculteurs pouvaient se faire un peu de bénéfices avec des clients en provenance des pays étrangers. Aujourd'hui, à bout et sans soutien, ils se tournent vers les autorités. Si on connaît les gens Djombe Penja, pas son poivre, pourquoi pas Sanchou, pas son gingembre. La politique que l'État devait faire vraiment de Dieu, de faire une usine de transformation ici auquel où nous sommes sur la nationale, Sanchou est sur la nationale, où les gens peuvent ouvrir des grandes boutiques en bordure de route pour faire rien que les jus naturels, les gens, tout du gingembre. Au point où tous les voyageurs en passant vont s'arrêter. Quand on connaît déjà le point, on va s'arrêter et consommer. Les cultivateurs, d'une manière traditionnelle, arrivent à faire peut-être des poudres de grillage, ça se bat pour produire une petite boutique, une petite bouteille, ça leur fait un travail énorme. Alors que si on avait des unités de transformation, ce serait produit à la chaîne et en grande quantité. Reconnu pour ses valeurs anti-inflammatoires, le gingembre est également prisé dans le processus de perte du poids. Des valeurs qui ont contribué à l'inflation de son prix d'achat. Le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest franchit une nouvelle étape avec la validation du manuel de procédure, alors que les préoccupations sont axées sur un retour à la paix dans cette partie du Cameroun. Le coordonnateur de ce plan affirme que des dispositions seront prises pour reconstituer les documents et pièces officielles perdus par des victimes durant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. D'autres détails avec Marcelin Gansap. Les populations ayant été victimes des affres de la crise qui secouent le Nozo avec quelques craintes, celle de ne pas voir leurs préoccupations prises en compte dans le cadre de la reconstruction prescrite par le président de la République. Une crainte légitime qui n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Tous ceux qui ont été victimes de la crise d'hier et qui seront bénéficiaires du plan présidentiel doivent pouvoir avoir accès à ce plan. Comment y arriver? C'était ça notre objectif. Le COPIL a validé le projet, le manuel de procédure. Dès la semaine prochaine, nous déroulons des séances de formation
des différents acteurs qui devraient nous aider à collecter ces données. L'élaboration d'un manuel de procédure était devenue incontournable. Son adoption au cours de cette deuxième session du comité de pilotage du plan présidentiel augure des lendemains meilleurs, dans la mesure où ce document prend en compte les préoccupations exprimées depuis la base par les populations. Le manuel de procédure a été élaboré pour satisfaire à une demande, à la demande de population à la base qui souhaitait s'assurer que le plan sera mis en œuvre avec le maximum de transparence. Les populations souhaitaient s'assurer de ce que les bénéficiaires du plan présidentiel soient effectivement les victimes de la crise. Nous avons donc pensé élaborer un manuel de procédure quitte à décliner exactement les différentes actions, les différentes mesures à prendre par les différents bénéficiaires, par les anciennes victimes de la crise pour prétendre bénéficier du plan. La démarche qui se veut inclusive exige que toutes les parties prenantes soient associées à tous les niveaux et à toutes les étapes. Aussi, le président du comité de pilotage, Confiance Ebouné, a-t-il insisté sur le fait qu'une place de choix sera accordée aux jeunes et aux femmes dans les différentes étapes de la mise en œuvre du plan de reconstruction du Nozo. Sur le terrain, les populations sont anxieuses après avoir perdu la plupart de leurs documents et autres pièces personnelles. Le président du comité de pilotage a tenu à rassurer ces populations que des dispositions sont en train d'être prises pour permettre la reconstitution des documents qui ont été détruits pendant la crise. Dans le reste de l'actualité, de nombreuses femmes sont confrontées à des accouchements compliqués à l'extrême nord du Cameroun. Elles s'exposent ainsi aux fistules obstétricales. Les victimes implorent les pouvoirs publics afin de faciliter l'accès aux soins pour celles qui sont victimes de fistules obstétricales. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage que signent Amadou Daïrou et Isabelle Carole Zoupet. Plus de 2000 femmes sont frappées par la fistule obstétricale à l'extrême nord Cameroun. Il s'agit d'une blessure grave qui survient lors d'un accouchement difficile, créant une communication anormale entre le vagin, la vessie et le rectum, laissant passer de manière continue et incontrôlée les urines et les matières fécales. La plupart des victimes dans cette région sont celles qui accouchent hors de formation sanitaire, par ignorance ou faute de moyens financiers. 3/4 des accouchements dans cette région sont faits en dehors des formations sanitaires. 3000 disséminés dans la région de l'extrême nord et qui souffrent d'une fistule obstétricale qui attend à être opérée. Selon les informations recueillies, une femme sur 10 souffrant de cette maladie pense à se donner la mort parce que victime de stigmatisation, frustration et discrimination. On a tendance à les marginaliser, à les répudier. La conséquence, c'est qu'elles-mêmes, elles se cachent. Une fois sur 3, elles nous disent qu'elles se cachent. C'est fort de ce constat que la direction de l'hôpital régional de Marois vient de créer un centre régional de fistules obstétricales pour la prise en charge des patients afin de lutter efficacement contre cette pathologie à l'origine de nombreux décès. À l'analyse de la situation, nous nous rendons compte que nous avons sur place un expert pour la réparation chirurgicale des fistules. Vous avez localement l'expertise, les patientes sont là. Nous avons dit, pourquoi ne pas réduire la souffrance de ces femmes en mettant en place une organisation qui permette la prise en charge quotidienne. Une action saluée par les patientes qui ont désormais retrouvé la santé grâce à ce centre spécialisé. Je suis malade. Dans ma vie, j'ai resté aussi. Je n'ai pas pensé de ce que les gens viennent me prendre pour opérer gratuit. Oui, je suis contente. Merci, merci beaucoup. La fistule obstétricale, certes présente dans le septentrion, touche plus de 20 000 femmes au Cameroun. Encore un accident mortel survenu sur l'axe Bekoko à l'entrée ouest de la ville de Douala. Accident impliquant un camion et un minibus. Le récit des faits avec Steve Iboulet, Sédic Chouna et Xavier Foka.
Une personne, un passager de ces minibus de transport en commun, a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenu en début d'après-midi ce jeudi, au lieu d'Ibekoko Babonabiri à Douala. Ce camion a violemment percuté le minibus au point de l'entraîner sur le trottoir, selon les explications de ce rescapé. La voiture ici là sortait de Konsamba pour Douala. Arrivé ici là, au niveau de cette société ici là, le camion là, qui était en haut là, descendait, il esquivait le bœuf. C'est qu'il esquive le bœuf, maintenant il balance le camion, il entre sur la voiture, il porte la voiture ici en route ici là. Quand le chauffeur avait fui jusqu'à descendre sur le bout de ici, il le porte avant de venir le laisser ici comme ça là. Relativement le chauffeur, il a cassé ses deux pieds. Il y a un papa qui est décédé dans la voiture. La cause de cet autre accident sur cet axe, déjà réputé meurtrier, est comme dans la plupart des cas, l'étroitesse de la chaussée que partagent de temps en temps les automobilistes avec des troupeaux de bœufs. Le bœuf qui descendait là, le camion était les gars des bœufs là, les bœufs marchaient en route en divagation comme ça, le camion a esquivé le bœuf, venait entrer sur la voiture comme ça. Tu vois la route il n'a pas 5 mètres. Les gens voient, ils vont faire quoi là-bas? Les riverains se plaignent d'une part de la qualité de la conduite des chauffeurs camions du coin et d'autre part du passage irrégulier des troupeaux de bœufs qui, comme dans ce cas, sont à l'origine des accidents à cet endroit. Dans l'escale internationale, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, dont la candidature a été rejetée, monte le ton depuis l'Europe. Il menace qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire tant que Alassane Dramane Ouattara sera candidat, lui dont la candidature a été rejetée après que son nom ait été retiré des listes électorale en raison d'une sentence d'un tribunal du côté de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, la mobilisation est toujours observée dans les rues en Guinée-Conakry, là où doit également se tenir une élection présidentielle d'ici le 18 octobre prochain. On fait le point avec Eric Fopossi. Guillaume Soro maintient sa candidature et appelle à stopper Ouattara dans sa folle aventure. J'en appelle à une unité d'action de l'opposition pour stopper M. Ouattara dans sa folle aventure par tous les moyens légaux et légitimes. Il s'agira tous ensemble de saisir la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, en vue d'obtenir des élections démocratiques transparentes et inclusives, comme ce fut le cas en 2010. Ma candidature est ferme, irréductible et irrévocable. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne en assurant que la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre depuis la décision du président sortant Alassane Ouattara de se présenter à un 3e mandat. L'entêtement de M. Ouattara à faire un 3e mandat en violation de la constitution ivoirienne se fait dans une barbarie indigne d'une république moderne et civilisée. L'opposition ivoirienne ne décolère pas contre le Conseil constitutionnel qui, dans une décision en début de semaine, a validé la candidature d'Alassane Ouattara et rejeté celle de ses rivaux, l'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui vit en exil et réside en France. Guillaume Soro a également appelé l'opposition, dont les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Colomb-Bédier, à s'unir pour obtenir l'organisation d'élections libres et transparentes et faire barrage à un 3e mandat du président sortant Alassane Ouattara. Maintenir l'élection du 31 octobre n'a aucun sens. Y participer serait cautionner le coup d'état institutionnel d'Alassane Ouattara. La candidature de Guillaume Soro a été jugée irrecevable en raison d'une condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics en avril 2020. Depuis décembre 2019, il vit en exil en France. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, juridiction avec laquelle Abidjan a pris ses distances, a demandé récemment à la Côte d'Ivoire de permettre à Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle. La crainte de violences meurtrières à l'approche du scrutin du 31 octobre est forte en Côte d'Ivoire, 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts après le refus du président Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Ouattara. En Guinée-Conakry, la présidentielle est fixée au 18 octobre 2020. Le président sortant, Alpha Condé, est candidat à sa propre succession. Son dossier a été approuvé par la Cour constitutionnelle qui lui confère toute légitimité. En cas de succès, Alpha Condé, 82 ans, qui a pris le pouvoir depuis le 21 décembre 2010, va briguer un 3e mandat à la
la tête de son pays. Pour l'opposition, un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé est une violation flagrante de la constitution guinéenne. Elle entend user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter la constitution du pays. Pour ce faire, elle a appelé à de nouvelles manifestations à partir de fin septembre contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Notre mouvement citoyen appelle les populations de Conakry et ses alentours à une série de marches pacifiques qui débutent le mardi 29 septembre 2020 pour exiger le départ de M. Alpha Condé. C'est ce qu'a déclaré Abdourahmane Sanou, un dirigeant du collectif qui mobilise depuis des mois contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Pour le collectif, il faut à tout prix faire barrage au coup d'État de M. Alpha Condé, dont la seule ambition aujourd'hui est de rester au pouvoir à vie. Au Cameroun, le gouvernement s'oppose à de nouvelles batailles entre les membres de la grande famille du football camerounais. Le ministre des Sports a demandé au général Pierre Semengue et son bureau de la LFPC de poursuivre le déroulement des championnats et de gérer la continuité après avoir été rétabli dans ses droits. Quant à la Fédération camerounaise de football, elle doit renforcer le dispositif de concertation permanente pour la gestion des problèmes inhérents à l'organisation et la pratique du football. Le ministre Narcisse Mouelekombi a déroulé ses recommandations après une concertation avec les différents acteurs du football camerounais. D'autres détails avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Après la sentence du TAS, c'est au ministère des Sports et de l'Éducation physique que les modalités de reprise des activités par la Ligue de football professionnel du Cameroun se discutent. Au terme d'une réunion à laquelle prenaient part les responsables de la LFPC et de la FECAFOOT, le MINSEP plaide pour un retour à la norme, c'est-à-dire une application immédiate et sans condition de la sentence prononcée par le tribunal arbitral du sport. Je voudrais recommander aux deux parties de faciliter l'application immédiate et sans condition des sentences prononcées par le TAS les 14 et 15 septembre 2020. L'image du Cameroun, État de droit, s'en trouverait davantage grandi. À la Ligue de football professionnel du Cameroun, qui devra reprendre les choses en main, le MINSEP demande de tout mettre en œuvre pour un bon déroulement des compétitions en respectant notamment les dates fixées par la Confédération africaine de football. À la Ligue de football professionnel du Cameroun de trouver la formule adéquate pour le déroulement serein des championnats professionnels. Cette formule devrait garantir leur reprise à très brève échéance et le déroulement intégral de leur phase aller avant la mi-décembre 2020. Date imposée ou envisagée pour la mise des infrastructures sportives à la disposition de la CAF. Sur le sort de New Star de Douala, qui a également eu gain de cause devant le TAS, ainsi que des représentants du Cameroun aux compétitions africaines, issus d'un championnat que la sentence du TAS rend finalement caduque, le MINSEP prescrit collaboration entre la FECAFOOT et la LFPC afin d'éviter d'éventuels rebondissements sur le plan juridique. Collaborer pleinement à la participation des clubs camerounais méritants aux compétitions internationales dans le respect des règlements édictés par la CAF. Il s'agit d'éviter toute atteinte aux droits des acteurs impliqués, des clubs, ainsi que de nouveaux rebondissements dans les affaires déjà tranchées par le TAS, disons en parenthèse, cas de New Stars de Douala. Au final, pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique, il est question d'appliquer les sentences du TAS afin d'éviter toute situation embarrassante qui nuirait à l'organisation des compétitions qui engagent le Cameroun, notamment le CHAN 2021 et la CAN 2022. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Interdiction des réunions et manifestations publiques non déclarées par certaines autorités administratives. Les organisations de la société civile s'insurgent. Elle dénonce cette violation des droits et libertés des citoyens camerounais en rappelant que les autorités camerounaises et l'État du Cameroun sont signataires de plusieurs conventions
internationales qui garantissent le droit aux citoyens camerounais d'exprimer librement leur opinion politique, religieuse, en toutes circonstances, ceci en respectant également les règles et lois de la République. Ces différentes organisations se sont également prononcées sur les différentes revendications portées par certains partis de l'opposition, notamment la révision consensuelle du système électoral, la nécessité de mettre un terme de façon pacifique à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et la mise en place d'une commission justice, vérité et réconciliation demandée depuis de nombreuses années par des acteurs politiques et acteurs de la société civile. Cependant, sur la mobilisation dans la rue, elles n'ont pas adoubé cette stratégie. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.